Le spectacle était beau. J'ai été émotionnée parce que j'en ai même pleuré à un certain moment. Mais je trouve que dans certains trucs, il oublie certains détails qui sont importants. Notamment quand il parle de l'électricité, du chauffage. Il n'y avait pas de chauffage. C'était un poêle au milieu de baraques. Il ne parle pas de l'eau. Il y a une fontaine pour je ne sais pas combien de baraques. Parce que nous, on l'a vécu. WC, il n'y en avait pas. C'était un trou dans le fond du jardin. Il n'y avait pas de papier, pas de gazette. Donc c'était des grandes feuilles quand on en avait. Ce que je voulais dire, il parle des baraques en bois, des maisons. Il ne parle pas des baraques en tôle. Parce que là, c'était des baraques en tôle pour tout le monde, pour toute nationalité confondue. Des prisonniers de guerre allemands et russes. Et quand il y a eu la catastrophe, il fallait partir le plus vite possible de ces baraques parce que la Belgique avait honte. Et il faut savoir que mon papa, il travaillait à Beauvette, à 1035 mètres. J'ai retrouvé des amis 40 ans et 49 ans après qui habitaient au Sarre-Saint-Nicolas avec nous. Et ils sont morts tous ensemble à 1035 mètres. Et mon papa disait toujours, s'il arrive une catastrophe, il n'y a personne qui sort. On meurt tous comme des rats. Ça va, à un certain moment, pour moi, que j'ai connu tout ça, j'ai manqué de me lever, elle prend la pougne, mais enfin. C'était très bien. J'aimais bien ça. J'ai regardé, ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu. Je pense à ça parfois. Alors, mon père, il me raconte des histoires de son papa qui a été... Mon grand-père qui est là aussi me raconte des histoires de son papa et j'apprends quoi. Mon père il a travaillé ici, de 46 à 50. Et sa chance, c'est qu'il descendait très bas, donc il y avait beaucoup de gaz. Il attrapait des fourrons. Et le médecin lui a dit, pour être tranquille, il faut changer de charbonnage. Et ça a été sa chance qu'il n'était pas ici à l'époque de la catastrophe. Moi, je me rappelle, j'ai même venu ici à la grille, la fumée qui sortait, et tous les gens, les mamans, enfin, les dames qui pleuraient avaient perdu leur homme. Quoi. C'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. Quoi. Ça, c'est le 30e anniversaire, tout raconté par Angelo Galvan. C'est Angelo Galvan qui a raconté toute la catastrophe du casier. J'ai même eu l'honneur d'avoir une photo signée par ses deux filles. Ça, c'est toute la catastrophe racontée par lui. Et j'attends ici maintenant ceux qui sont venus là, qui ont fait ça, parce que j'ai, depuis l'année passée, toutes les coupures du 50e anniversaire, toutes les coupures de journaux sont découpées avec toutes les publicités et tout. Et j'ai même ce qui, hélas, vient d'arriver. L'ange du casier qui est décédé, Madame Ladrière, qui vient de décéder, qu'on vient d'avoir ça cette semaine-ci dans les journaux. Donc c'est déjà découpé, c'est déjà mis en place. J'ai vécu tout ça. Je suis le fils d'un pensionné mineur, malheureusement qui est mort à l'âge de 54 ans de la silicose. Donc voilà. Moi, j'ai travaillé dans ce charbonnage aussi. Moi, il ne faut pas que je parle longtemps parce que je suis fort sensible. Ma plaie se réouvre. Moi, j'ai travaillé ici et je suis encore ici que le bon Dieu ne m'a pas voulu. Et mon histoire, c'était qu'on s'est mariés. On arrivait au lendemain de la catastrophe, tous les deux. Mais c'est la 3e fois que nous l'avons vu. On a été le voir à Carnion, on a été le voir à Saint-Guilaigne. Et alors, on voulait venir le vivre ici, à Marcinelle, au casier, bien sûr. Ça, c'est autre chose. Peut-être pas pour les gens, mais pour soi, vivre ça, entendre ça, voir jouer ça. Là où c'est arrivé, on était sur le lieu. Là où les gens sont morts, c'était prenant, c'est fantastique. Évidemment, moi je l'ai vécu en tant que petit-fils d'immigrés italiens. Évidemment, mon grand-père, malheureusement, m'a jamais expliqué cette histoire. Parce que quand je lui demandais de me raconter, quand j'ai voulu l'emmener au Passaframerie, par exemple, quand il était vivant, pour lui montrer la reconversion d'un ancien site minier, il m'a dit « j'ai pas besoin de voir ça, j'ai les images dans la tête et j'ai pas envie de remettre les pieds là-bas ». Il a été assez sec avec moi et j'étais étonné de son attitude. Mais voyant cette réaction qui n'était pas habituelle chez lui, j'ai compris que je ne devais pas aller plus loin et que je ne devais pas lui demander
comment s'étaient passées les choses parce que c'était vraiment des souvenirs très difficiles. Il voulait plus en parler. C'est pour ça que dans la pièce, à un moment, on fait allusion à cette envie de ne plus parler de tout ça. Ben, évidemment, j'ai compris et j'ai vécu ça aussi venant de mon grand-père qui pourtant me racontait beaucoup de choses. Et s'il ne voulait pas m'en parler, c'est que c'était vraiment des souvenirs douloureux que j'ai retrouvés aujourd'hui dans la pièce. Et évidemment, j'étais très ému aussi parce que mon grand-père est décédé, ma grand-mère aussi. Et cette histoire, ben, évidemment, j'ai envie de leur dire merci en voyant cette pièce, encore plus leur dire merci. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu ce que l'on est devenu grâce à des gens qui finalement, il y a encore 2 générations, n'étaient pas considérés en arrivant dans ce pays. Donc oui, il y a eu une évolution incroyable et on peut vraiment tous aujourd'hui leur dire merci. Vendu, salaud! D'autres crient, mais allez-vous-en, rentrez chez vous. Au fond, c'est l'enfer, on meurt. Le charbon est mauvais, en dessous, il y a le feu. Moi, je dis, mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai un abcès, un dent depuis hier soir. Mais j'ai mal, j'ai très mal. Mais j'ai mal depuis hier soir. Elle m'a dit, mais monsieur, il fallait m'appeler, me demander un Je dis, mais jamais. Hier, il y a un monsieur qui a demandé un bic, il s'est fait violer. Mon ami s'est fait enculer. Ok, Ça n'est pas dans une ambiance très différente que nous avons conçu de faire ce succès immortel depuis 3 ans, qui est Il Treno del Sole. Parce que généralement, on parle de la condition des Italiens qui sont venus, de la tristesse, du machin, etc. Et alors que j'ai fait une thèse, j'ai lu beaucoup de livres, etc., en fait, le projet, c'est aussi d'une manière absolument incroyable. C'est qu'un jour, de vague à l'âme, sans doute en faisant les comptes du collectif, on avait plein le cul, et Henri Camaratin, pour ne pas le nommer, il me dit MBO, 2006, 1946, elles italiennes, 60 ans d'immigration. Faudra faire une sacrée. C'est sur le tard que je me suis intéressé à mes origines. Hein, donc j'ai passé toute une jeunesse sans me soucier, sans me poser de questions. Et c'est au fur et à mesure de mon boulot, surtout dans le domaine culturel, qu'à un moment donné, je ne saurais plus dire quand, mais j'ai été amené à m'interroger sur les raisons pour lesquelles on est arrivé en Belgique, ce qui s'est passé, enfin bon. Et voilà, je n'en dirai pas plus. Et c'est parti de là, donc. Jean-Claude, l'imbécile que je suis, a dit, ben ouais, on va faire une saké. Alors là, c'est devenu complètement délirant, puisque je partais en vacances sur mon Mastouron, donc là, on a une liaison Internet, et donc, tous les 2, 3, 4 jours, j'écrivais une petite scène et je lui envoyais. Alors la première scène, il a mis 5 jours pour me répondre, j'ai dû lui téléphoner. Et il me dit, oui, non, c'est pas mal, ça démarre bien. Non, c'est pas mal. Mais je sentais très bien que c'est pas ce qu'il attendait. Mais coup de bol, à la 2e scène, je parle vraiment de mon grand-père. Oui, Gunther, t'as la musique MBO. Et alors là, il a tellement été enthousiaste que j'ai senti déjà que si je continuais dans ce ton-là, le français, le patois et l'italien, c'était gagné, quoi. Et voilà, donc on raconte plein d'histoires. Ça s'est vraiment passé que là-dessus, quoi. C'est ça qui est incroyable. Mais je pense que c'était du vrai, du véhicule, de la générosité. Et je crois que c'est un des éléments qui a fait que, la pièce touche, 99% des gens. Laissons-nous le pourcent d'imbécilité. Allez, à votre santé. Et alors, les appels, ils s'inventent. Le grand-père était tout. Je crois que s'il n'y avait pas ton grand-père, ça ne serait pas... Solia la valle, solia la collina. Per le campagne non c'è più nessuno. Addio, addio, amore. Io vado via, amara terra mia, amarai bella.
cieli infiniti e volti come pietra, mani incalite ormai senza speranza. Oui, ce qui est peut-être original, intéressant, et ce qui a peut-être fait une partie du succès de Il Treno, c'est que, bien sûr, il y a la famille italienne qui est la famille d'Henri Camerata, mais peu de gens le savent, mais moi je suis un petit fieu de Quem, quoi. C'est-à-dire que mon père est né à Quem, mon grand-père habitait Quem, et mon grand-père Fernand, c'est authentique, il était maréchal ferrant dans les mines. Donc moi, tout jeune, j'ai entendu parler ce langage des mineurs. Tout jeune, j'ai une de mes cousines qui a épousé un Italien immigré, Adolphe Malandrini, qui était, comme chacun le sait, le pilier de l'équipe de Quem basket en première division. Donc j'étais vraiment baigné dans ce borinage. Et l'idée était de voir du côté des Belges, tiens, ces Italiens, ces étrangers, ces gens qui arrivaient avec une autre langue qu'on ne comprenait pas, comme moi, petit garçon, je ne comprenais pas mon grand-père, puisqu'il parlait le patois, le boregne, et que ma mère, française, m'interdisait de le parler parce qu'il fallait que je sois un intellectuel et que j'ai une situation brillante plus tard. Donc j'ai été baigné, mais très très jeune là-dessus, c'est ce qui m'intéressait dans la vie de Henri Camerata, ce côté aussi ouvrier, qui doit absolument venir de son Italie pour essayer de travailler, comme mon grand-père travaillait tous les jours, pour essayer de nourrir sa famille. Il avait 3 métiers, il était maréchal ferrant dans les mines, il faisait les comptes chez un boucher à côté, et il faisait en artisan des cornières, des meubles en cornières de fer pour ses amis ouvriers, quoi. Voilà, donc c'est le regard d'un Belge sur cet arrivage après 1946. Alors, petite anecdote, ce grand-père qui est dans la pièce, c'est licence littéraire, évidemment, sont un mix de mes deux grands-pères. L'un chantait beaucoup et buvait beaucoup, et l'autre était très sérieux et très humaniste, et j'en ai fait un mixte des deux. Voilà. Et Tintin, musique NPO. Dansons, Gunther, dansons. Il n'a plus faut que ça fait, on ne peut plus rien faire d'autre. C'est la guerre, Gunther, hein? C'est la guerre. Comment est-ce que tu dis allemand, la guerre? Ja, Krieg. Redécouvert une partie de notre histoire commune, évidemment, parce que dans cette pièce, il y a un mélange des deux grands-pères. Donc ça m'a terriblement marqué d'ailleurs quand j'ai vu cette pièce, pour les deux choses que je viens de dire. Donc le fait que j'ai bien connu cette chose, et j'ai notre grand-père commun qui a travaillé dans la mine, lui en tant que maréchal ferrant, mais j'ai connu d'autres personnes de la famille qui ont travaillé en tant que vrais mineurs. Et là, bon, c'était terrible. Une petite anecdote, et je ne sais pas si tu te souviens d'un appelé Ovide. Et c'est un monsieur qui était mineur, et j'ai eu l'occasion, il venait souvent à la maison, je le connaissais très très bien, et lorsque, avec l'école primaire, j'ai été visiter un charbonnage, eh bien ce monsieur revenait en fait du fond de la terre, et je ne l'ai pas reconnu. Il est venu me dire bonjour, et je ne l'ai pas reconnu. Tellement qu'on ne voyait que des yeux et tout était noir. C'est toute l'émotion que nous ressentons par rapport à cette histoire que j'ai bien vécue. Enfin, quand je dis que je l'ai bien vécue, je l'ai vécue à la gare de Mons en voyant tous ces Italiens arriver. Et où, bon, à l'époque, on avait exactement les réactions méprisantes et dédaigneuses qu'on a pu voir dans le spectacle. C'est la deuxième fois qu'on le voit, avec toujours la même émotion. Et on se demande même si on ne va pas aller le voir une troisième fois, tellement c'est génial. Il y a plus que 90% de vérité. C'était très bien. J'ai vécu très très longtemps du côté des charbonnages, notamment charbonnage dans Zipamorel. Et mon frère était là aujourd'hui. Et mon frère il dit mais c'est notre jeunesse ça, parce qu'on a été jouer nous avec les Italiens, les Turcs et tout ça, du côté des acacias. Donc ça c'est un petit détail, donc ce qui veut dire que ce spectacle m'a touché, même si c'est la seconde fois que je le voyais, et ça a surtout beaucoup touché les Italiens qui étaient ici ce soir. J'ai vu des petites larmes qui coulaient
des yeux de certains hommes et de femmes. C'est très bien quand même. Je trouve que c'est un spectacle particulièrement émouvant. Il faut savoir aussi que mon épouse et moi-même, on a passé à peu près 30 ans de notre vie dans une école à Saint-Guilin. On a eu énormément d'élèves du Borinage et qui ont vécu tout ça. C'était tellement émouvant qu'à la fin de la pièce, ma femme vraiment s'est effondrée en larmes. Impossible de se contrôler. Et donc je crois qu'au niveau émotion, c'est vraiment très réussi. Alors ce que j'ai moi personnellement beaucoup apprécié aussi, c'est bien sûr tous les extraits musicaux. La chanteuse a vraiment une voix remarquable. Et d'autre part aussi le fait que les supports visuels apportent vraiment un plus au spectacle. Vitina croce sopra no canone. Fui curiosa ci fossi spiare. Comme dans une des chansons des Mineurs de Soufre, qui est dans le spectacle et qui m'a été donnée par un copain, je crois reconnaître, c'est absolument ahurissant, la voix du paternel, hein, parce que dans son village, c'était un chanteur de rue, il était sollicité pour aller chanter dans toute une série de manifestations, les mariages, les enterrements, enfin bon. Et il y a eu des enregistrements qui ont été faits par des chercheurs italiens sur des chants et traditions populaires. Et cette chanson-là, qui est très belle, a cappella, qui est vraiment remarquable, je crois, j'y ai cru et je crois que ça pourrait être la voix du Père. Ça, c'est absolument surprenant. Ora che sogno vecchio Vitina Crozza, qui était une chanson que le père adorait au-dessus de tout. Mais mon père adorait l'opéra. Il n'a jamais été à l'école, il n'a pas fait son école primaire. Et cependant, il est parvenu à communiquer un certain nombre de valeurs, mais il avait une connaissance absolue de tout ce qui est opéra. Et il y a une image qui me restera jamais gravée à l'esprit, c'est quand il écoutait Lienay le dimanche après-midi à 3h de l'après-midi, où il chantait avec le poste. C'était les airs d'opéra, c'était absolument incroyable. Donc le passage avec le chant, le chœur des esclaves, entre autres, ben, c'était une des chansons, et je t'en ai jamais parlé, qu'il chantait effectivement, comme la Tosca aussi, c'était un de ses morceaux, l'air de la Tosca, c'est un morceau tout à fait préféré. La 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 la. Tu pourrais peut-être aller chez Christian maintenant. On avait fait un truc sur Cossimon qui était pas mal, qui était sympathique. Et je lui ai dit en rigolant, le jour où tu fais un truc où tu ne chantes pas, ça serait bien. Et je le mettrai en scène. Et puis il s'est pointé évidemment. Et il chante, donc voilà. Et assez vite est venue l'idée, quand il a écrit le texte, je lui ai dit, écoute, il faudrait quand même une voix de femme. Et il se fait que je connaissais Dany, parce qu'elle chante dans le coin ici, qu'elle est connue, et il voulait un accordéoniste. Donc je lui ai fait écouter les deux d'un coup. Il chantait Brel, il a été assez subjugué par le talent vocal de Dany. Et voilà, donc c'est venu comme ça. Parce que moi étant française, j'avais entendu parler de Jean-Claude, j'avais été le voir dans un ou deux de ses spectacles, donc je le trouvais vraiment très talentueux. Et c'est vrai que ce texte, ce spectacle, moi j'ai découvert beaucoup de choses dans le texte, des choses que je ne connaissais pas sur l'immigration sicilienne. Et Jean-Claude, quand il parle, quand il raconte quelque chose, on est obligé de l'écouter. Il a un charisme, il a un talent de persuasion. Moi, j'ai appris beaucoup à ses côtés. Bon, je ne viens pas vraiment du milieu théâtral. Et je veux dire, j'ai regardé pour apprendre, j'ai regardé Jean-Claude, quoi. Et c'est fabuleux. Et je pense que tout le succès de la pièce vient déjà du texte. Et puis, surtout de la personnalité de Jean-Claude Deruder, ça c'est clair. Le problème qu'on rencontre entre les voix parlées, les voix théâtrales et tout ce qui est chant,
Mais comme ici, Jean-Claude a très bien conçu la chose avec une instrumentation simple, un accordéon et une voix, donc il n'y a pas eu ce genre de problème. Ça s'est bien passé, quoi, au niveau technique. Tutti felici ma tutti inquieti, et il chantait. Je peux y aller? Eh bien, en arrivant à l'aéroport de Palerme, j'ai pris mon accordéon, enfin j'avais emprunté plutôt un accordéon. Et en arrivant à la salle de théâtre, je me suis aperçu que l'accordéon était out, c'est-à-dire je ne pouvais jouer aucune note, l'accordéon était complètement cassé, quoi. Donc nous avons eu 5 représentations en Sicile et j'ai dû jouer sur 5 accordéons différents. Et là-bas en Italie, la tradition des accordéons, ce sont des touches piano. Et moi je joue sur un accordéon avec des boutons, à boutons. Donc vous imaginez un peu la façon dont j'ai dû jouer. J'ai fait le minimum parce que j'ai pas l'habitude de jouer sur un accordéon à touche piano. Donc ça a été un des premiers gags de la Sicile et je crois que chacun des comédiens a eu lui-même un gag, quoi. Il y a eu le sonorisateur qui a eu également des problèmes, la lumière pareil, la chanteuse pareil. Mais bon, dans l'ensemble, c'était, je regrette rien, c'était une superbe tournée, on s'est très bien amusé, c'était vraiment bien. À part ce problème de musique, d'accordéon, quoi. Sinon, c'était vraiment bien. Il y a d'abord une partie du public qui est, je vais dire, qui se souvient, enfin, qui sont des enfants ou des petits-enfants de cette vague d'immigration italienne, qui sont sentimentalement touchés et aussi au niveau de l'histoire de leur famille. Mais il y a aussi il y a un tas de choses. Il y a des gens qui ne sont pas du tout italiens et qui sont touchés par le spectacle, puisque c'est un spectacle qui traite d'autres sujets beaucoup plus généraux. Par exemple, ça parle du racisme, ça parle un peu de l'économie aussi, si on veut, puisque les mouvements de masse, les déplacements de population qui doivent aller gagner leur croûte, les marchands d'hommes, comme on les appelait, tout ça est mis on met le doigt dessus dans la pièce. Donc il y a au moins 5-6 lectures possibles de la pièce. Et en plus, il y a des passages qui sont tristes à pleurer. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent pendant le spectacle. Et puis il y a beaucoup de passages qui sont super gais, super marrants. Et donc c'est pour ça que j'imagine que ça marche à chaque fois, quoi. Forcément, on parle de l'immigration en général. Quand il dit que l'histoire ne se répète pas à le béguet, il n'y a rien de plus vrai. Et aujourd'hui, on voit encore ça avec les sans-papiers, avec les problèmes des gens qui veulent absolument quitter leur pays en pensant trouver des cages dorées ici et qui sont vraiment déçus au bout du compte parce que c'est pas du tout ce qu'on leur a promis, c'est pas du tout ce dont ils ont rêvé. En plus maintenant avec les médias qui véhiculent des images partout dans le monde, on donne toujours l'impression qu'ici c'est meilleur qu'ailleurs, quoi, et ils sont souvent déçus et malmenés en plus. Donc c'est vrai que l'histoire bégaye. Il y a autant de rires que de larmes dans le spectacle. Et puis de toute façon, ça finit par... la conclusion est tout à fait optimiste et voilà, quoi. Et puis on s'est dit, il y a Michel Gemsin qui est dans les SBL de Jean-Claude de Collectif Théâtre. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander à Michel qu'il habille le spectacle? Et au lieu de l'habiller de manière... ça c'était aussi... oui, parce qu'on ne voulait pas un spectacle sur les Italiens et tout, qui soit larmoyant. Il y a déjà eu ce truc, les coups de grisou, les machins, tout ça on le sait bien, mais on voulait faire un truc un peu différent. Plutôt sur l'émotion des gens qui sont venus, ce qu'ils ont quitté, ce qu'ils ont retrouvé ici, plutôt que sur des morts. Et donc, de la même manière, on ne voulait pas que ce soit un truc trop figé comme décor, on voulait que c'est quelque chose qui évolue. Et c'est comme ça que Gemsin, en fait, fait
les images chaque jour au fur et à mesure, et c'est un des comédiens à part entière du spectacle. Voilà. C'est une évocation du principe du cantastoria ou du cantastoria sicilien, qui, semble-t-il, est un personnage qui arrivait dans les villages et qui venait raconter des faits divers ou des faits dramatiques. Et pour faire comprendre les choses, il présentait de grands panneaux dessinés, du genre bande dessinée d'ailleurs, où étaient décrits tous les éléments de son histoire, par des dessins, par des couleurs. Donc on reprend un petit peu ce thème-là. C'est un spectacle aussi qui mêle au moins 4 ingrédients et qui les mêle harmonieusement, c'est-à-dire, bien sûr, le texte est dit par le comédien, plus les chants, ces chants traditionnels italiens, plus la musique, plus les images, et tout ça, me semble-t-il, se mêle dans une harmonie de qualité. Et ces images, leur but n'est pas vraiment l'illustration, comme sans doute les cantastoria et les cantastoria pouvaient le faire, c'est-à-dire une illustration au premier degré, une forme de redondance ou de pléonasme. Ici, j'essaie que les images soient émotionnelles et symboliques. Alors parfois elles ne le sont pas tout à fait quand par exemple on chante « J'ai vu un crâne » et que je dessine un crâne, mais il y a quand même tout un travail de transformation, de déformation, de déstructuration de ce crâne qui finalement devient une sorte de masse liquide et mouvante qui amène d'autres types d'émotions et d'autres perceptions. Donc voilà, le projet né comme ça, et puis comme chaque fois que Jean-Claude, moi je proposais de travailler avec Thierry Ardouin, qui est mon responsable d'éclairage ici au Staquet, mais qui est aussi un ami de longue date. Et quand je fais du théâtre avec ma troupe d'amateurs, c'est toujours Thierry qui crée tout, le graphisme, le décor, l'éclairage. Et si je montais un spectacle et que Thierry me dit je ne sais pas faire le décor, ben, je ne ferai pas le spectacle. Et donc c'est lui. Et avec Jean-Claude, on est parti comme d'habitude sur des trucs de fous furieux, donc du style... on va mettre des rails sur scène et puis il y aura des wagons, des machins, des trucs, des bazars. Et finalement, on joue avec en tout et pour tout 4 blocs. 4 blocs d'isomos. On pensait mettre des gros rochers, puis c'était intransportable. Et puis Thierry, un jour, en passant par hasard dans les décors chez nous, on avait pensé à des valises, des machins. Il a vu ces 4 blocs, il s'est dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il a tout peint en gris. Et les gens, quand on joue, ils sont sur le cul parce qu'ils croient au départ... En fait, c'est en même temps, c'est le rock, c'est le charbon, c'est tout, et que Jean-Claude déplace ça, j'allais dire à l'aise, c'est pas le cas, parce qu'il faut savoir aussi que Jean-Claude Derrida, une fois qu'il est sur scène, déplacer un objet, c'est une cascade pour lui. Le titre du spectacle, c'est Il Treno del Sol, c'est le train du soleil, donc forcément ça implique un déplacement, un changement de lieu, et il fallait, au travers de ce décor et de l'éclairage, voir simultanément ce qui se passait en Sicile et simultanément ce qui se passait en Belgique pour celui qui était parti, qui avait abandonné sa famille, qui avait laissé sa famille en Sicile. Donc voilà, c'était juste ça, avec cet amas de pierre au centre qui symbolisait un peu le travail dans la mine, et dans la mine de soufre en Sicile et dans la mine de charbon en Belgique. Puis bon, il fallait que ça rentre dans la plupart des salles dans lesquelles on allait tourner, donc au fur et à mesure on a élagué, puis on est arrivé à un système de cage, d'enfermement. Il fallait 2 zones, une zone sicilienne, une zone belge. Et puis bon, on a essayé d'alléger la scénographie, et par hasard, j'ai pensé à de la frigolite pour rendre le côté rocailleux mais en même temps léger pour le transport. Et puis bon, tout s'est fait un peu dans l'urgence, mais malgré tout ça a super bien fonctionné, quoi. Je suis arrivé vraiment en fin de course quand les répétitions commençaient. Et pendant les répétitions, voilà, avec un échange avec Jean-Claude, pendant les lectures, hop, je venais avec un projet, il me disait oui, non. Et puis il avait déjà son idée plus ou moins, mais malgré tout, c'était
on travaille comme ça en discutant et en se disputant parfois, mais toujours de manière très cordiale. Et puis le décor s'est monté de fil en aiguille pendant les répétitions. Je venais avec un accessoire, on essaye ça, on essaye comme ça, comme ci. Et puis sur, un mois de temps, pendant que les comédiens mettaient le texte en bouche, le décor prenait vie et on est arrivé à la première. Je crois même, il y a une petite anecdote qui est amusante, c'est qu'à la conférence de presse, il y a Jean-Claude qui explique un peu le spectacle, le journaliste, et il se recule et il avait encore de la peinture sur la chemise. Et c'était amusant parce que vraiment le décor était peint pendant la nuit, quoi. Et c'était, voilà, urgence. C'est pour ça qu'en fait, il y a des marques sur les blogs, on dit à tout le monde, bah oui, c'est pour qu'en fait ça fasse vraiment théâtre. En fait, c'est pas vrai. C'est pour que Jean-Claude s'y retrouve. Et donc, il faut quand même le dire, le plancher est gaffé de tous les côtés. Donc, gaffé, ça veut dire on met du collant avec la forme exacte du bloc parce qu'il n'est pas foutu de le mettre à l'endroit. Donc, ça, on s'en est rendu compte plusieurs fois. Et s'il ne met pas dans la bonne position, comme c'est des trucs taillés à la machette, on ne sait pas s'asseoir dessus, on ne sait rien poser dessus, il faut que ce soit vraiment bien mis. Et donc, c'est une cascade pour Jean-Claude de faire ça. Voilà. Ce qui est charmant avec Derrida, c'est qu'il peut faire passer n'importe quoi chez n'importe qui. Et il faut bien qu'il y ait des défauts à la cuirasse. Et un de ces défauts, mais qui n'est pas vraiment un défaut, c'est qu'il faut répéter beaucoup plus longtemps les déplacements, la façon de faire les choses, quand, comment et tout, et où les placer, plutôt que le texte ou l'intention. Ça, c'est bien plus facile chez lui. Donc, souvent, il dit que Camarata, c'est un grand distrait. C'est vrai. Mais il n'y a pas que Camarata qui est distrait. Mais c'est pas la même distraction chez Jean-Claude. Et pour lui, je crois que c'est ça, il voit ça comme ça. Le principal, c'est l'émotion qu'il donne, c'est le texte qu'il donne, c'est comment le public va le recevoir. Bah, disons qu'au niveau sentimental, c'est un peu ce que j'ai connu dans mon enfance. C'est l'ambiance, puisque je suis de la région ici. Ici, on est à Marcinelle, donc je suis de la région, de cette région-ci. Et bon, c'est un peu l'ambiance qu'on a connue à l'époque, quoi. Donc c'est un peu se replonger dans le passé. C'était terriblement émouvant. Moi qui suis né en 1945, j'ai connu cette période. J'étais très jeune quand, comme voisin, j'ai eu des Italiens, des Siciliens. C'est vrai qu'il y a eu une certaine méfiance de notre part. Au début, c'était voir arriver l'étranger. Et puis petit à petit, il y a eu des liens qui se sont créés. J'ai retrouvé tout ça dans cette pièce, c'était vraiment émouvant. C'était sublime, sublime, sublime. En plus, je regrette que mon mari ne soit pas venu, parce que c'est vraiment son vécu, et voilà. Je regrette qu'il ne soit pas venu. On s'y retrouve, surtout quand on a vécu dans plus ou moins ces conditions-là, papa, maman, et un peu nous autres aussi. C'est vraiment le reflet de ce qui était vécu à l'époque, avec beaucoup d'humour aussi, beaucoup d'élégance. Je dis simplement qu'on doit faire voir ça à nos enfants. C'est une partie de l'histoire que très peu de gens connaissent, de notre génération en partie, mais pas tout. J'ai vraiment apprécié parce que ça fait partie de ma culture à moi et j'ai vraiment apprécié les chants parce que j'adore la chanson et voilà, et le côté musical très mélancolique m'apporte aussi quelque chose de très spécial, voilà. Enfin, j'ai vécu une belle période de tout ce que j'ai connu au cours de ma carrière quand même. Les contacts avec Ah, ça c'est beau ça, parce que j'ai joué à Braine-le-Comte et il y a Pierre Dupont, le député, qui est médecin, qui vient me voir et il dit mais c'est tellement vrai ce que tu dis parce que moi, quand j'ai fait mes études pour les radiographies, on a vu nettement la différence des radios des mecs dans les mines, hein, d'avant 46 et puis d'après 46. En quelques mois, c'était parti, tu voyais la poussière monter, c'était effrayant. Moi, d'avoir fait toute ma carrière de médecin ici dans le Borinage, d'avoir connu les anecdotes et avoir vécu avec eux cette souffrance, je t'assure, tu étais vrai. Et donc tes parents sont arrivés aussi en 46 dans le coin En 48. 48. Oui, mon grand-père. 2 ans après. Oui, c'est ça. Mon père est arrivé en 48 avec son père, et puis son épouse l'a rejoint, et je veux dire que les images, dont vous parliez, c'est exactement ça. Mais tout ce qu'on t'a transmis, c'est dans ce qu'on t'a transmis, ce que j'ai montré. Oui, c'est ça. La vie dans les cabanes, les vêtements au-dessus, les difficultés, les promesses.
Des Gasperi, vous parlez des Gasperi. Là, c'était terrible. Hein. Non, moi j'étais en plus en premier rang, j'étais très bien placé. Et donc, ça n'avait strictement aucune importance au niveau du transfert des émotions. Mais je veux dire que... Et ton prénom, c'est comment? Laporta. Luigi. Luigi, pardon. Tu te fais appeler Luigi? Bien sûr. Ah ouais. Non. Ah non, parce que Enrico, il se fait appeler Henri. Oui, hein. je sais. Non, moi c'est Luigi. J'ai tenu à ce qu'on joue le spectacle à Soro, et ça c'est pour rendre hommage quelque part à tous ceux qui sont venus travailler dans les mines en Belgique, mais surtout au père et à ma mère. Bon, c'était apporter le témoignage de ce qu'ils ont vécu en partant de Assoro, apporter ce témoignage-là dans la cité où ils ont vécu. Donc pour moi c'était hautement symbolique que de faire entendre quelque part la voix de tous ceux qui sont partis d'Assoro, et ils étaient 16 à l'époque. Ça me semblait utile que les gens d'Assoro entendent ces paroles-là. Oh, brigadier! Eh bien, en sicilien, Salvatore parlait un peu comme ça. Hein. Oui, c'est surtout une volonté de savoir finalement qui était le père, parce que finalement je ne savais pas très bien son histoire. Et donc on a découvert effectivement le local de Solfatare, donc le lieu où les mineurs de soufre se retrouvaient dans un local. Et là, maintenant, il est peuplé par des personnages qui sont âgés, qui ont des difficultés de respirer. Enfin, c'est assez curieux. Et c'est vrai que j'ai vu là une photo de tous les mineurs de soufre de l'époque, où se trouve la photographie, une photo avec mon père, mon grand-père et le frère de mon père, des gens que je n'ai jamais connus. Mais donc cette image-là était très forte, et de découvrir des gens, et notamment ce vieux monsieur qui avait du mal à s'exprimer, et qui s'est dit « Ah, tu es le fils de Salvatore Camarata ». Enfin bon, c'est assez curieux comme sensation. Mais à propos de Il Treno del Sol et des implications des vies personnelles d'Henri Camarata et de moi-même, on oublie souvent de dire que moi je suis fils de gendarme. On va me dire, ça a quoi à voir avec la mine? Justement, j'habitais dans Quiévrain, mon père était gendarme, et un des gendarmes les plus craints de Quiévrain. Il mettait des procès à n'en plus finir aux ouvriers qui passaient à la frontière. Manque de bol, moi j'avais cours avec ces gamins-là dans la cour de récréation. Première chose. Deuxièmement, j'étais pas trop bête à l'époque et je me tapais du 90%, donc j'étais le gamin doué dont le papa était gendarme. Donc aux récréations, j'étais généralement exclu, mis de côté, parce que, je n'étais pas fréquentable. Et évidemment, à ce moment-là, qui est-ce qu'on mettait de côté aussi? Les petits Italiens qui étaient arrivés. Donc tous mes potes à l'époque venaient généralement d'Anzy, qui était la ville minière juste à côté de Quiévrain. Et j'étais exclu, donc je rencontrais les exclus qui étaient évidemment les Italiens. Donc c'est aussi un souvenir d'exclusion que j'ai vraiment senti au plus profond de moi-même, ça c'est clair. Donc j'ai ressenti probablement ce que les petits Italiens ont ressenti en arrivant en Belgique et étant rejetés par les gens du cru. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est vrai. Le spectacle est tout à fait accompli sous tous les points, les rapports, sur le plan d'abord du jeu des interprètes, des comédiens, de la scénographie, du choix musical, surtout tous ces témoignages qui sont réels, comme le disait très bien Jean-Claude de Ruder. Il tient ça de sa propre famille, de ses propres parents. Donc c'est vraiment, ça correspond à un vécu réel. Et c'est ça qui est très émouvant et qui est très prenant. C'est que c'est du théâtre bien sûr, mais qui est basé sur la vérité, la réalité de la vie ici au Borinage, qui a été extrêmement rude et âpre pour surtout les travailleurs qui sont venus des premières vagues d'immigration italienne. Et pour le peu qu'on s'en souvienne, pour ceux qui ont été des témoins à l'époque de cette immigration, moi-même en tout cas, je me suis retrouvé dans la pièce de Jean-Claude de Ruder, dans la situation où moi j'ai vécu cette vie à l'époque, dans les années qui ont suivi la fin de la guerre. Donc
de ce point de vue-là, la pièce est d'une grande fidélité. Et je crois qu'il a fait là une œuvre vraiment comment dirais-je, de valorisation du patrimoine collectif, de la mémoire ici du Borinage. Et c'est très bien. Qu'est-ce qui a provoqué cette prise de conscience? Moi, je pense que c'est essentiellement... Enfin, ces éléments-là ont dû jouer. Mais c'est le fait du travail culturel. Je suis certain que c'est lié à ça. Le fait d'avoir côtoyé un tas de gens qui font du théâtre, qui se posent des questions sur des faits de société, ben, tout ça fait qu'à un moment donné, je me suis interrogé sur mon histoire, sur les raisons pour lesquelles les parents sont venus, et au fur et à mesure, je découvre un tas de choses qui avaient été enfouies dans ma relation avec les parents. Ils n'ont jamais parlé de quoi que ce soit quand on était jeune. Ils n'ont jamais parlé de leurs difficultés. Ils n'ont jamais parlé le père ne m'a jamais parlé de son trajet. Enfin, tout ce chemin vers la Belgique, Milan. Enfin, toutes ces choses étaient complètement enfouies. Et voilà. Donc, je me suis et puis il y a eu un moment qui a provoqué aussi un intérêt par rapport à toutes ces questions-là. C'est un jour à Carnion, l'administration me demande de faire partie de la délégation carnionnaise qui va aller à Soro pour le jumelage. Bon, et donc je suis allé là-bas et ça a été curieux, surprenant de me retrouver en Sicile, dans la place d'Assoro, la banda, la fanfare qui joue la Brabançonne. C'est une sensation tout à fait curieuse. Et donc je me suis retrouvé là-bas, aux origines du départ de l'histoire de ma famille, et depuis, je n'ai fait que m'y intéresser. Mais n'empêche que je me souviens aussi, avec toi Jean-Claude, et au début de l'activité de la Maison de la Culture à Jemmapes, après des représentations théâtrales, et je pense que c'était le show des momies, on avait discuté, on parlait un peu de... Tu m'avais interrogé sur mon histoire et tu avais montré un intérêt très fort quand je t'ai parlé de la cité cosmopolite, enfin de toutes ces choses. Et je me souviendrai de cette phrase, tu m'as dit à ce moment-là, donc c'était en 78, tu m'as dit, il faudrait peut-être faire quelque chose. La pièce, c'est l'histoire de ma famille, finalement. Donc, c'était une grande surprise parce que mon père ne m'avait pas expliqué avant ce qui se passait dans le spectacle. J'en avais une vague idée, mais pas que ça touchait ma famille directement. Et ça a été énormément d'émotions, des découvertes, des histoires que je ne connaissais pas de mes propres grands-parents. Et je ne regrette pas du tout. Vraiment un très beau spectacle. Moi, je suis né en 56, donc quelque part, mon école primaire, elle a été marquée justement par encore cette relation, tant je dirais difficile, entre, je dirais, les Belges et les Italiens. Donc je pense que Jean-Claude, dans son texte, dans la manière dont il a construit le spectacle, quelque part, il donne comme ça, je dirais, des impulsions qui nous replongent vraiment dans cette espèce, je dirais, de dénigrement, mais affectueux, je dirais, des uns par rapport aux autres. Et donc, franchement, c'est vraiment un rendu magnifique. Et je pense qu'avec le recul, nous qui maintenant sommes attentifs aux discriminations, aux problèmes d'intégration beaucoup plus qu'avant, eh bien, on se rend compte peut-être le chemin qu'on a parcouru et peut-être grâce à ces migrations, toute l'éducation qu'on a reçue, parce qu'en fait, ces migrations nous ont apporté d'énormes richesses. Mais évidemment, il faut un certain temps que pour les digérer et les intégrer en nous-mêmes. Aujourd'hui, je pense que l'intégration qu'on a connue dans le Borinage, eh bien, nous permet d'avoir peut-être un regard sur le monde relativement différent. Bon, pour l'instant, je suis ministre de l'égalité des chances à la région wallonne, et c'est vraiment un sujet qu'on aborde régulièrement dans nos débats avec le monde associatif, avec différents partenaires. Donc franchement, ce spectacle, eh bien, il faut le mettre en évidence. J'espère qu'il le tournera encore. Je sais qu'il est appelé dans le nord de la France et d'autres endroits. Je pense que c'est bien que d'un vécu, d'un terroir, en fait, il puisse délivrer un message. Et je pense que c'est vraiment tout le travail qu'il a réalisé. Interprétation magnifique et beaucoup de cœur, beaucoup de chaleur. Il y a eu aussi, je ne dirais pas ma grande tristesse, parce que je n'en suis plus là,
mais un malentendu qui frise l'imbécilité avec Il Treno del Sol. C'est un spectacle que j'ai défini comme un spectacle touchant l'animation, c'est-à-dire qu'on pouvait travailler à pratiquement n'importe où. On avait d'ailleurs plusieurs versions, une version avec pratiquement pas d'éclairage, une version moyenne et une version beaucoup plus sophistiquée. Mais combien de gens intellectuels, soi-disant, ont méprisé Il Treno del Sol, alors que dans ma carrière, j'ai fait des trucs hyper compliqués, hyper marginaux, comme Valère Novarina, qui était absolument injouable, et que pourtant j'ai fait, Jean-Pierre Verhegen, Stabat Mater, donc toute ma carrière a été d'hésiter entre le marginal, le plus populaire, le possible, l'impossible, le dangereux, le facile. Et ici, je crois que la meilleure sanction, c'est que le public nous a suivis pendant 4 ans, en remplissant les salles, le bouche-oreille a marché, on n'avait pas de moyens pour faire la promotion. Et ce qu'on n'a pas compris, c'est que je parlais en patois. Alors là, ça me rend beaucoup plus furieux. Parce qu'évidemment, je trouve que cette pièce était exactement un problème de langue. Moi, ma mère m'interdisait de parler le patois de mon grand-père parce qu'elle voulait que je parle le français convenable. Or, le patois, c'était la langue de mon grand-père, comme l'italien était la langue d'Henri Camerata. Donc, exclusion par la langue, je trouvais ça d'un médiocre total. Encore aujourd'hui, et comment expliquer ça? C'est que on a terminé de jouer cette pièce qu'on a quand même tournée pendant 4 ans. Eh ben, on redemande des DVD du spectacle parce que les gens étaient touchés et émus. Il y a des gens qui en achètent en achetant plus pour offrir à leurs amis. Et j'ai une chose qui était magnifique quand on est joué à Assoro, dans le village d'Henri Camerata. On avait évidemment un comédien sicilien qui jouait Salvatore, mais nous, on jouait en français avec parfois des sous-titres projetés à l'arrière par Michel Jamsin. Ben, on a été très fiers de jouer dans la maison communale, appelons-la comme ça, de Assoro, qui était une ancienne chapelle. Ben, on a tout vidé, les bancs, les bureaux où les conseillers communaux se réunissent, et on a joué dans l'administration communale d'Assoro. Et c'était émouvant de voir tous ces gens, d'où était parti d'ailleurs Henri Camerata, et tous ces gens, et dont le maire d'Assoro, au premier rang, en train de pleurer tout au long de la pièce, parce que bon, ils ont senti ce que tous ces gens qui étaient partis de cette petite ville, on pourrait même dire petit village, avaient subi. Et pourtant, quand ils revenaient dans leur patelin, généralement, on les rejetait un peu aussi. Donc voilà, c'est un spectacle qui était fait sur la tendresse, sur les origines, sur la non-honte d'avoir des parents de ce type-là. Moi, j'ai aucune honte que mon grand-père parlait patois. Hein. Au contraire, je lui exprime beaucoup de tendresse. Alors, en plus, pour la petite anecdote, l'un de mes grands-pères, donc Fernand, parlait le patois, et mon autre grand-père, Georges, lui, parlait souvent l'argot de Paris. Comme quoi. Et je suis devenu un intellectuel belge. Ça me fait beaucoup rire. J'ai déjà été voir ça il y a vers le mois de novembre, je crois. J'ai pleuré comme une madeleine. C'est ce que j'ai dit à Jean-Claude, que c'était le premier mec qui me faisait pleurer. Je l'ai revu aujourd'hui. Il y a encore quelques larmes. Et pourtant, j'avais juré que je n'allais pas pleurer, mais c'était plus fort que moi. Il m'émeut. C'est toute mon histoire. C'est l'histoire de ma famille. Quand papa est venu, il a habité les baraquements à Boussu. Nous, on est venus, on a eu une maison de la mine. Dans l'histoire, Grazia a eu une maison avec des cafards et tout ça. Nous, il n'y avait pas de cafards. C'était potable. Mais enfin, c'est bien et j'invite tout le monde. Pas uniquement les Italiens à voir, parce que nous, on connaît l'histoire. Mais c'est beaucoup de Belges. Moi, j'invite beaucoup de Belges à aller voir cette pièce parce qu'il y a encore beaucoup de Belges à l'heure actuelle qui ne se rendent pas compte des souffrances que nous avons eues quand nous sommes venus ici. C'est le regard d'un Belge sur ce qu'il a vécu de l'immigration. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas du layem ploré, entre guillemets. Ce sont pas des Italiens qui parlent de leur truc. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a rencontré des gens du milieu, mais qui a vécu dans le Borinage, qui a rencontré dans sa jeunesse des Italiens, qui lui-même était une espèce d'étranger à une certaine vie collective dans l'école, puisque fils d'un gendarme, donc plus ou moins mal perçu par ton milieu. Donc tout ça fait que tu apportes un regard qui est vraiment touchant et qui fait que
les gens en marche, parce qu'une chose curieuse que je dis maintenant, quand je parle du spectacle d'une série de gens, oui, l'immigration de 46, oh, quand on dit ça, enfin, c'est une réaction de, ouais, on connaît, enfin, alors que ces mêmes gens, quand ils ont vu le spectacle, m'ont dit, mais tu as bien fait d'insister, on est très content d'être venu. Voilà ce qu'on vous montre, dites-nous si vous aimez ou pas, et je pense que ce qui fonctionne, c'est que quand on joue un peu partout, on n'a pas acheté de demi-page dans les gazettes, on ne passe pas à l'RTB, ça se saurait, ni à la radio, quoi, ou comme ça parfois une interview, et pourtant les salles sont complètes. Et cette année, on reprend, et j'ai des collègues qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai pas d'italien, j'ai pas de mine chez moi », comme s'il fallait... on pouvait faire que des spectacles que si on a des gens chez nous. Et si demain, il y a un spectacle sur les... Je sais pas moi, les aborigènes et qui est sympa, je vais le faire, j'ai pas d'aborigènes chez moi, j'ai quelques gorilles, mais pas d'aborigènes. Donc ça n'a rien à voir, j'ai fait à Moucron, pour les gens plus âgés l'après-midi, en soirée, c'était quasi complet. Et les gens ont vite fait de voir que les mineurs italiens qui ont crevé dans les mines chez nous, il y a plein de gens qui ont crevé dans les textiles parce qu'à 11 ans, ils tapaient sur une machine, leurs mains prenaient dedans, enfin c'était une horreur. Donc. Et les gens ont vite fait le rapprochement. Et donc, quand je vois que ça fonctionne comme ça et que les salles sont pleines, c'est que c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Et le bouche à oreille, il n'y a pas de secret, hein, ça fonctionne que si les gens ont aimé vraiment bien, beaucoup, et que ça les a émus. Il n'y a pas d'autre mot, ça les a émus. Ils le disent au voisin, le voisin vient voir. Mais moi, je ne sais pas ce que Jean-Claude en dira, moi je ne pensais pas que ça allait fonctionner à ce point-là, quoi, que ça allait, tous les ans on nous demande des dates. Alors mon collègue de Pérué, à qui on avait dit, oh, une vanille, ouais, c'est sur les mineurs. Pérué, il n'y a pas de mine, il y a très peu d'Italiens, enfin pas plus qu'à Moucron. Il est venu voir le spectacle, il était sur le cul et il le prend 2 fois, voilà. Donc c'est un spectacle qui peut aller partout. Allez Maria, elle dernière. T'as déjà bien casier dernière. Et que ça te fait fêter de sortie de fosse? Pensionné, retraité de la mine, comme ils ont dit. Gaston, promis, c'est fini. C'est tout, c'est fini. Terminé. Plus de fosse, plus de guevaux, terminé. Capoute la mine, comme a redit Günther. Tu le connais aussi, c'est l'histoire qu'il avait été désigné par les chemins, les chemins de fer, par les charbonnages, pour aller chercher des chevaux en Russie, à l'époque en Russie. Pourquoi en Russie? Parce que c'est là qu'on trouve une race très petite pour que les chevaux puissent aller dans les galeries. À l'époque, c'était les chevaux qui allaient dans les galeries, malheureusement. Et donc il est parti, je crois que c'était en 1932. Je retiens ça parce que maman avait 12 ans. Et donc, maman est née en 20, donc c'est en 1932 qu'il est parti avec le directeur de charbonnage et un interprète chercher quelque chose comme 80-90 chevaux en Russie. Alors là, il y a une belle anecdote aussi, due à notre voisin Samuel Delso. Et qui est un peu parent aussi, hein, c'est un cousin, hein, Samuel Delso. Et oui, donc je crois que c'était du côté de Saint-Pétersbourg. Le directeur de charbonnage ainsi que l'interprète et mon grand-père aussi, avait envie de frites. Et pas moyen là-bas de trouver des frites. Et alors ils ont demandé via l'interprète d'avoir de la graisse et une casserole, je suppose. Et ils ont fait fondre cette graisse et puis ils ont épluché des pommes de terre et ils ont fait des frites là où ils étaient, où ils logeaient. Et ces gens-là ont apprécié apparemment et ils ont demandé s'ils pouvaient avoir la recette des frites. C'est ce que fait dire Samuel Delso dans son article, que Fernand de Ruder avait importé le steak de cheval, steak frites en Russie. Mais moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir assisté à un spectacle, mais d'avoir assisté à une partie de ma vie. Hein, donc tout ce que j'ai entendu, étant sardo-borin, étant italo-belge, voilà, pour poser déjà un peu le décor. Mais c'est un véritable cadeau de voir défiler cette mémoire, et cette mémoire qui est réellement là, mais pour nous faire prendre conscience de notre vacuité, de nos limites, et de faire reculer
ce qui semble injuste, ce qui l'a été de toute façon injuste quand on est des êtres humains, donc de mettre en avant que voilà quoi, vivre c'est aimer, et que lorsqu'un système nous empêche d'aimer, on ne peut qu'en souffrir alors que toute notre volonté n'est pas là. Donc je suis devant ce travail que je considère comme un travail d'amour, mais vraiment ému, complètement ému, et je le partage de l'intérieur, je le partage dans mon sang. Donc pour moi, c'est plus que d'être venu participer à un spectacle, c'est recevoir un cadeau, il y a un cadeau de mémoire, ce qui me semble, pour notre région, voilà, le Borinage, quelque chose d'essentiel. Ah non, la cité cosmopolite, pour moi, c'est un souvenir fabuleux. C'est une cité où on est libre, la rue nous appartient, les prairies nous appartiennent, la cour de récréation de l'école du charbonnage nous appartient, les jardins des voisins nous appartiennent. On va chaparder des pommes de terre, on va les cuire. Enfin bon, on est vraiment dans un microcosme où on a tout. Où on ne se sent pas obligé de sortir de la cité, on a tout sous la main. Même un copain qui nous raconte, un raconteur d'histoires fabuleux, et qu'on avait baptisé le Gros Freddy, un type qui nous lisait Verne. Bon. Et donc, dans cette cité, on était vraiment bien. Et on projetait, pour moi, le monde entier était comme dans la cité. Ce n'est que bien plus tard qu'on s'est rendu compte qu'on était dans un espace qui était tout à fait particulier. Donc l'eau courante, par exemple, moi je l'ai découverte, l'eau courante, quand on a quitté la cité. Nous, c'était l'eau qu'on allait chercher à la pompe, à l'extérieur, par tous les temps. Mais on n'a jamais vécu ça comme une souffrance, c'était normal. Donc c'était vraiment un pays de cocagne. Enfin, je veux dire, on l'a vécu comme ça. Ce n'est que plus tard, quand on a quitté la cité cosmopolite, l'école primaire, qu'on est allé dans la grande école, qu'on s'est rendu compte, finalement, on n'est peut-être pas comme les autres. Et c'est peut-être là, vers l'âge de 12, 13, 14 ans, qu'on a commencé à comprendre un peu ce qu'était l'immigration. Mais dans la cité, c'était le paradis. Et en plus, quand l'équipe de balle-pelote composée de Klamka, Camarata, mon frère Adolphe, Cambrousi, Stéphane Jura, Manegotto, champion de Belgique en cadet, champion de Belgique, enfin, c'était des images fantastiques. La fanfare, le drapeau belge sur la tête de 5 personnes qui n'étaient pas belges. Et toute une population locale qui portait au nu les gamins de la cité qui avaient porté au loin le renom de Carnion. C'était plus Carnion Rivage, c'était Carnion. C'était des moments magnifiques, hein, tout ça. C'est une part de ma vie qui s'est déroulée devant moi. Comment puis-je le dire autrement? Donc je suis ému par tous les comédiens, par l'ensemble des choses, parce qu'effectivement, voilà, il y a un travail, mais ce travail, pour moi, disparaît complètement. Et c'est comme si j'avais en face de moi un miroir qui continue à m'interroger, non seulement de ce qui est passé, mais est-ce que c'est parce que c'est passé que la mémoire est disparue? Non. Et je remercie les comédiens, je remercie Jean-Claude d'aviver cette mémoire, de faire qu'il n'y a pas d'oubli. Il y avait 3 équipes et Carnion était une de ces 3 équipes et arrive la finale. C'était contre Anzy et contre Carnion, donc c'est une série de 7 jeux. Et Carnion était mené 5-0, donc ça allait très mal. Alors à ce moment-là, mon frère Adolphe est monté au grand mi-temps, comme on dit, et les balles étaient toujours au-dessus, et Carnion a remonté petit à petit, et a finalement gagné la partie. Donc c'était un moment exceptionnel. Et il y avait une espèce de jury qui donnait des prix aux meilleurs joueurs, et tout le monde s'attendait forcément à ce que Adolphe ait le prix du meilleur joueur. Et chose curieuse, ou normal, hein, on n'en sait rien, c'est peut-être vrai que l'autre était meilleur qu'Adolphe. Il a reçu le prix du meilleur joueur, alors que mon père était d'une grande prudence. Ça,
Il faut se rendre compte, la place du jeu de balle complètement noire de monde, où il y a du bruit, du bras, on applaudit, un personnage qui rentre dans l'espace de jeu, où il y a plein de monde qui se met à hurler, son sentiment d'injustice vécu, et plus on n'entendait plus rien sur la place, et il hurlait des mots que personne ne pouvait comprendre. Il était tout à fait en désaccord avec... ça, c'était un moment vraiment surprenant. J'ai envie de surenchérir à certains propos de Jean-Claude, parce que je le connais depuis 30 ans, que ce n'est pas la première fois qu'on parle de ça, qu'on parle du déracinement. J'ai envie de sauter sur scène et de dialoguer avec lui. Voilà, bon, encore une fois, il faut respecter le spectacle, évidemment, mais il y a une telle révolte face à ce que j'entends. Et je sais que ce que j'entends est vrai, c'est pas édulcoré, c'est dit de manière telle à ce que ça soit de la poésie, parce que la poésie nous parle, mais le fond est réellement réel, et ça saigne encore en moi, alors que moi je suis un enfant du Borinage, un enfant de la Sardaigne, quelqu'un qui n'est pas à me plaindre, qui prend pleinement ma place, qui prend ma place dans le murmure du monde, tel que le propose Jean-Claude, mais voilà, j'ai envie de sauter et de dire aux gens, tout ça ne doit plus recommencer, si possible, le plus possible. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il ait un vas. Il faut qu'il s'analyse. Une brique, c'est des cailloux, et caillou, c'est une brique. Une brique, c'est des cailloux. Premier couplet, on recommence. Une brique, c'est des cailloux, caillou, c'est une brique. Une brique, c'est des cailloux. Deuxième couplet. Raffaello, qu'évidemment on appellera Raphaël. Raffaello. Non? Il y a peut-être 2 œufs, on vérifiera. Là, c'est la seule fille de la bande, c'est Anna-Maria. Anna-Maria, vrai nom. Anna-Maria. Et là. Et à côté, c'est Henri. Mais non, pas du tout. Voilà, c'est ça l'intérêt de cette photo-là. Ça peut pas être Henri parce qu'il n'est pas encore né. Donc c'est une photo intéressante parce que leur père est parti en Belgique. Henri va naître en Sicile. Et après cette photo-là, 2 ans et demi plus tard, il naît juste après, il va retrouver son père en Belgique. D'accord. Non, pas Henri, je te dis, c'est Francesco. Ah. Bah oui, Francesco. Voilà, je te remercie. Bon. On regarde ce que ça donne? Oui, il y a une seule chose qui n'est pas vraie dans le film, et que je dois expliquer finalement. En fait, moi je connais Henri Camerata depuis 40 ans. Quand je l'ai connu, il n'était même pas encore marié, il n'était évidemment pas encore père. Et Henri est vraiment l'ami que j'ai dans la famille Camerata. Mais bien sûr, au niveau de l'écriture, c'était beaucoup plus intéressant de mentir et de dire que le grand ami que j'avais dans la famille Camerata, c'était Francesco Camerata. Pourquoi Francesco? Parce que d'abord, Francesco est un monsieur qui, partant du métier de tailleur pour gagner sa vie, est devenu petit à petit syndicaliste et donc a repris le flambeau Salvatore, qui était syndicaliste lui-même dans les mines de soufre en Sicile et qui, arrive en Belgique, a fermé sa gueule, mais alors littéralement. Donc c'était intéressant d'avoir Francesco qui reprenait le combat et qui était dans l'action politique, alors qu'Henri, lui, était plutôt dans l'action culturelle. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est devenus amis. Ensuite, Francesco était terriblement attaché à sa terre du Sicile, parce que chaque année, ou pratiquement, il louait un appartement. Je me suis laissé dire qu'il avait cet appartement à l'année, qu'il y retournait régulièrement, et il voulait retrouver ses racines, et il voulait retrouver Assoro, d'où son père est parti. Donc je trouvais que Francesco était évidemment le personnage idéal, plus idéal qu'Henri, même si j'aime beaucoup Henri et que c'est mon ami. En plus, Francesco a eu la malchance de mourir relativement jeune. Or, c'est évidemment un film qui est aussi fait sur les morts et l'esprit des morts. Voilà, j'ai menti, et c'est Henri, évidemment, qui est mon ami, et pas du tout Francesco. Mais je trouve que ça colle admirablement bien dans ce film. Et donc, je ne voulais pas faire ce bonus sans qu'on lui donne, dans ce film et dans cette pièce qui a été écrite autour de lui, la parole. La voici. Il dit souvent, si c'était à refaire, je recommencerai. Parce que tout d'abord, je crois d'abord lui-même a pu se réaliser en tant qu'homme. Et deuxièmement, c'est qu'il a fait, et il se plaît à le souligner, c'est qu'il a fait de ses 5 enfants, il n'aurait pas su le faire en Italie. Et ça, je crois que pour lui,
ça vaut tous les sacrifices qu'il a consentis jusqu'à présent. Sale Belge, retourne dans ton pays. Je peux y aller? Tu viens manger le pain d'Enzo qui est ton boulanger ici. Je peux y aller? Alors là, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça?